Et nous sommes toujours au Palais Brognard pour la 15e édition de l'AMTech Day, dont le thématique fil rouge cette année est l'IA générative, ses opportunités, ses menaces éventuelles pour l'industrie de l'asset management. Et pour en parler, nous sommes avec Fabrice Riva. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, membre de la chaire FinTech. Et plus précisément, au sein de cette chaire, vous êtes en charge de l'axe de recherche dédié à l'intelligence artificielle, bien sûr. Cette chaire, je le rappelle, qui est portée par l'Université Paris-Dauphine, aux côtés de la Fondation Dauphine, de Forvis-Mazars et de Crédit Agricole de CIB, CACIB. Concrètement, où en sont les travaux en termes d'IA générative au sein de cette chaire ? Alors, au niveau de la chaire, donc, il y a d'abord un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur des problématiques de recherche en lien avec l'IA générative. Et puis, on organise également régulièrement des appels à projets où on soutient des contributions dans le domaine de l'IA générative. Et puis, on a organisé et on organisera également une conférence qui traite notamment des thématiques de l'IA générative. Donc, je peux vous brosser peut-être un petit panorama de nos activités. Oui, avec plaisir. Donc, par exemple, avec des collègues, nous travaillons actuellement sur la question des GAN, donc Generative Adversarial Networks. En français, je crois qu'on appelle ça des réseaux adversariaux génératifs. D'accord. L'idée derrière, c'est quoi? C'est de fabriquer des données artificielles, mais totalement réalistes. Alors pourquoi est-ce qu'on s'amuse à fabriquer des données? Parce que certaines fois, on manque de données pour entraîner les modèles. Deux exemples, vous avez typiquement des recherches qui sont faites sur le développement de mesures qui permettent d'anticiper des stress de marché, des situations de crise. Or, et c'est une bonne chose, des situations de crise, on n'en a pas tant que ça, fondamentalement, et c'est tant mieux. Et donc, on va manquer de données pour entraîner les modèles, développer les mesures, les backtester. Donc, on va créer des modèles d'IA qui permettent de générer des données qui sont des données totalement réalistes et qui vont nous permettre d'entraîner nos modèles. Je l'utilise notamment avec des collègues pour travailler sur la prédiction de faillite d'entreprise. Ça peut être intéressant, ça, pour les gérants. Oui, tout à fait. Et on a un problème, en fait. Comme je le dis aux étudiants à qui j'enseigne le machine learning, la bonne nouvelle quand vous regardez une base de données sur les faillites d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font faillite. Finalement, il y en a 1%, 2% par an. Mais c'est un problème parce que ça veut dire qu'on manque d'exemples pour repérer les caractéristiques des entreprises qui vont faire faillite dans X années. Et donc, on fabrique artificiellement, grâce à des réseaux de neurones, des entreprises telles qu'elles vont faire faillite à une certaine échéance. Et à partir de là, on peut construire des modèles qui vont repérer les entreprises en question. Sinon, l'IA générative est très, très utilisée actuellement en lien avec les LLM, bien entendu. Donc récemment, lors de la conférence qu'on a eue en juin, par exemple, on a quelqu'un qui est venu nous présenter l'utilisation de LLM pour traiter en temps réel des news et à partir de là, développer une mesure de sentiment de marché et même au-delà de ça, faire des recommandations sur des titres à acheter ou à vendre avec des résultats, je dois le dire, assez bluffants. Autre chose, par exemple, qui a été présentée, ce sont des travaux qui analysaient la décision qui a été prise par la justice américaine relative à un brevet que détenait une entreprise. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut utiliser un LLM pour essayer de comprendre la décision de justice, passer au crible tout un tas de brevets d'entreprises et partant de là, voir si les entreprises qui ont ces brevets peuvent potentiellement être impacté par la décision de justice qui a été prise. Donc on peut faire de la prédiction éventuellement de perte de compétitivité que pourrait connaître une entreprise parce que son brevet ne va pas être reconnu ou va tomber dans le domaine public. Voilà. Sinon également, alors plus business, on a eu une table ronde sur les RAG, Retrieval Augmented Generation. On en est qu'au début, je pense, en termes d'usage, mais les utilisations sont à peu près infinies. Donc avant moi, il y avait quelqu'un qui s'exprimait de l'AFG. Je pense qu'on peut avoir effectivement des gérants augmentés grâce au RAG. On peut produire des rapports de gestion, très certainement, grâce au RAG. On en est qu'au début, très très certainement. C'est vrai que cette notion de gérant augmenté, on l'entend beaucoup depuis quelques mois et puis énormément aujourd'hui. Vous avez dû en entendre parler. Normalement, ça doit être dans l'air du temps. Un vrai sujet. On comprend bien du coup la pertinence des expérimentations pour l'aide à la décision pour le gérant, à l'analyse des données, etc. C'est très concret. Est-ce que parmi les autres angles étudiés au sein de cette chaire FinTech, il y a aussi l'aspect plus, entre guillemets, menace que peut représenter l'intelligence artificielle ?
Oui, alors notamment, ça me fait plaisir que vous abordiez le sujet. On a soutenu un projet qui a été publié récemment de 3 chercheurs, je vais les nommer, hein, Christophe Hurlin, Christophe Pérignon et Sébastien Sorin, sur le problème des biais algorithmiques. Et donc la question à laquelle ils se sont intéressés, c'est celle des biais dans les décisions qui sont prises dans l'octroi de crédit à des particuliers. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il faut le déplorer, par le passé, les femmes ont été assez systématiquement discriminées dans l'octroi de crédit, c'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, une femme avait moins de chances de se voir attribuer un crédit qu'un homme. Parce que considéré moins solvable Je ne sais pas exactement, c'est du problème sociologique. Hein, à creuser. Oui, à creuser. Vous pouvez transposer ça aussi à des problèmes ethniques, éventuellement. Hein, voilà. Donc, il y a eu de la discrimination, clairement. Le problème, c'est que quand vous entraînez un modèle sur une base de données qui comporte ces biais, il va systématiquement lui-même reproduire ces biais et il va continuer à les reproduire, ce qui veut dire que dans les bases de données futures, vous aurez de nouveau ces biais. À la limite, ça va même renforcer le problème. Donc ce qu'ont fait ces 3 auteurs, qui est très très intéressant, c'est qu'ils ont essayé de voir s'il y avait la possibilité de redresser ces biais. Alors c'est pas si évident que ça, parce qu'on pourrait se dire finalement, si effectivement on constate un biais de discrimination négatif à l'égard des femmes, on pourrait, lorsque on entraîne un modèle et qu'on doit lui faire prendre une décision, supprimer l'attribut relatif au genre. Mais c'est plus compliqué que ça, tout simplement parce qu'on a désormais des modèles tellement performants qu'ils sont capables, en recoupant des informations annexes sur vos caractéristiques, le logement, la voiture que vous avez, de savoir in fine si vous êtes une femme ou pas. Et donc partant de là, de nouveau, de prendre une décision biaisée. Et donc ce qui montre, c'est comment effectivement supprimer ce biais, avoir toute chose égale par ailleurs, un algorithme qui va prendre une décision vraiment sur votre capacité à rembourser et non pas uniquement sur le fait que vous êtes un homme ou une femme. Donc toute cette complexité qui est d'avoir des algorithmes équitables mais à la fois performants, parce qu'au bout du bout, il faut quand même être capable de savoir si la personne va rembourser ou pas. Ouais, c'est passionnant, effectivement, ça fait un peu peur aussi. On l'a entendu pas mal aussi aujourd'hui, et pas uniquement, notamment dans cet écosystème des asset managers. L'IA générative, ça se nourrit avec de la data, mais la data, il faut donc la partager. Et tout le monde n'est pas enclin à le faire, parce que où est-ce que ça va après, dans quel tuyau, enfin voilà, je grossis un peu le trait, mais la question, ça reste la même. Comment on prévient cela, cette fuite ? C'est un vrai problème. Moi, je voudrais vous citer 2 exemples. Le cas, c'est posé par exemple au Sénat américain, où désormais les sénateurs ont l'interdiction d'utiliser Copilot, parce que tout simplement quand vous envoyez un prompt dans Copilot, ça va partir dans Internet, ça va être traité dans des architectures, stocké dans des clouds, dont le Sénat considère qu'ils n'offrent pas toutes les garanties de sécurité, par exemple. Autre problème qui s'est posé chez Samsung également, il n'y a pas si longtemps que ça. Un employé qui devait faire un résumé d'une réunion où étaient partagées des informations assez confidentielles, a tout simplement envoyé l'audio de la réunion dans ChatGPT et lui a demandé de faire un compte-rendu. Ou bien un autre qui travaillait sur un code destiné à détecter des défauts dans des puces chez Samsung, a demandé à ChatGPT, en lui envoyant son code, de le débugger. Le problème, c'est que le code maintenant est chez OpenAI, qui va être utilisé pour entraîner le système, ce qui veut dire que quelqu'un extérieur à Samsung va bénéficier en fait d'un code qui a été partagé de façon un peu stupide pour pouvoir améliorer ses propres logiciels. Donc il faut faire attention, effectivement. Donc les solutions qui émergent actuellement en termes d'IA, et notamment d'IA générative et d'utilisation, parce que là on est en plein dedans des LLM, c'est potentiellement de travailler sur des modèles plus petits, ce qu'on appelle des Small Language Models, qu'on va pouvoir importer, fine-tuner. Alors, ils ont moins de paramètres, ils sont beaucoup moins généralistes que ChatGPT, mais on va les fine-tuner en les faisant travailler en les entraînant sur des problématiques précises qui ne sont les nôtres, en local, de sorte que toutes les requêtes restent dans l'écosystème de l'entreprise et plus rien n'est partagé. Donc, sauf à ce qu'il y ait une brèche de sécurité et qu'un hacker s'introduise dans les systèmes de l'entreprise, maintenant, il n'y a plus de partage comme ça aux 4 vents des données qui sont transmises au système. Donc un peu de pédagogie aussi, ça ne fait pas de mal. Ça ne peut pas faire de mal. Je rebondis sur vous évoquez à l'instant les SML, parce que le LLM est Large Language Model, SML est Small Language Models. Est-ce que ça peut pas aussi être une réponse à l'impact énergétique? On en parle beaucoup aussi avec nos intervenants aujourd'hui de l'IA générative. On utilise parfois trop de moyens pour un besoin Oui, on a limité. Parfois l'impression qu'on utilise un marteau-piqueur pour écraser une mouche. Effectivement, il faut avoir en tête les impacts
énergétique qu'il y a derrière tout ça. Alors, les chiffres varient d'une estimation à l'autre, mais en général, on considère qu'un prompt qui est traité sur ChatGPT pour apporter une réponse à votre question, c'est entre 10 et 25 fois plus d'énergie qui va être consommée que si vous faites une requête Google. Alors, comme le disait un de mes collègues, vous voulez faire la somme de 2 cellules sur Excel, vous pouvez demander à Copilot de le faire, mais vous pouvez aussi un peu réfléchir, lancer une requête Google et vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça et que avec un peu de jugeote, vous allez arriver à vous en tirer et vous n'allez pas, comme ceci, gaspiller des ressources précieuses sur la planète. Donc rationaliser. Exactement, rationaliser l'utilisation. Tout à fait. Ça marche. Un grand merci Fabrice Riva pour cet échange passionnant, très éclairant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.